Avant de commencer ma présentation, je souhaite remercier chaleureusement le comité d'organisation de cette journée de m'avoir invité à faire cette conférence introductive pour vous parler, comme l'a dit Patrice, de la place du microbiote dans l'alluvion de vigne et plus à même de l'obtention de descripteurs fonctionnels de ce microbiote jusqu'au management de ce microbiote en production vitivinicole. Alors peut-être pour commencer, recontextualiser les choses sur pourquoi s'intéresser en agriculture au microbiote associé au végétal, assurément par l'envie de regarder un petit peu l'homologie avec ce qui se passe sur le rôle du microbiote en santé humaine. Donc quand on parle de microbiote, on parle évidemment d'un ensemble de communautés microbiennes qui vont partager un même écosystème. Et en règle générale, ces communautés, on les regroupe dans différents types, les archées, les bactéries, les champignons, les protistes ou protozoaires et les virus. Alors, ces communautés, elles vont avoir donc un rôle majeur qui est d'interagir avec l'hôte, à savoir de vivre en lien avec cet hôte. Et cette vie commune, c'est ce qu'on appelle une symbiose, littéralement parlant. On a différents types de symbioses. On a des symbioses de type commensalisme, où en fait, dans cette interaction, un des deux protagonistes reçoit un bénéfice, tandis que l'autre, finalement, a un impact relativement neutre sur son mode de vie. Pour les symbioses de type mutualiste, on va avoir des interactions bénéfiques sur les deux protagonistes, et donc on va parler d'interactions bénéfiques. Enfin, on a un type de symbiose qui va correspondre au parasitisme, pour lequel, si l'un des deux protagonistes reçoit un bénéfice, le deuxième, à contrario, va avoir un effet délétère sur son fonctionnement. Et c'est typiquement le cas de ce qui se passe dans les interactions avec les agents infectieux. Donc on a trois grands types d'interactions, des interactions plutôt neutres, des interactions mutualistes, donc bénéfiques, et puis des interactions plutôt délétères en lien avec la parasitologie. Alors, en santé humaine, on a beaucoup décrit nos microbiotes, on en a plusieurs. Il y a le microbiote qui est associé évidemment à la peau, le microbiote qui va être associé à nos organes génitaux, le microbiote qui va être intestinal, et c'est surtout sur ce microbiote intestinal qu'il y a eu un focus de réaliser à l'échelle de la recherche, puisqu'on sait de plus en plus qu'il est associé à notre immunité. Donc ce microbiote intestinal, il va coloniser les parois de l'estomac, des intestins, et il va se concentrer principalement à l'échelle du côlon. Et ce que l'on voit classiquement, c'est que en fait, ce microbiote représente 100 fois plus de gènes microbiens que le propre génome de notre cellule humaine. Donc on a des fonctions qui vont être associées à ces gènes microbiens qui vont impacter forcément notre physiologie et également notre immunité. D'un point de vue abondance et diversité, donc on a à peu près 40 000 milliards de bactéries qui constituent notre microbiote intestinal. À cela s'associent des champignons et des virus, parfois bénéfiques, et ça représente 1 à 2 kg de notre masse corporelle totale. Donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable. Et ce microbiote, il va assurer différentes fonctions clés. Un effet barrière contre les micro-organismes indésirables, un effet stimulant pour les cellules immunitaires intestinales, un renforcement de ces cellules intestinales et la production de substances antimicrobiennes pour limiter l'invasion de la niche écologique par des micro-organismes pathogènes. Donc classiquement, quand notre organisme fonctionne bien, on a un microbiote qui est assez diversifié avec différents types de fonctions, et c'est ce qu'on appelle classiquement une eubiose. Progressivement, en fonction de là où on vit, notre environnement, notre manière de nous alimenter, on va avoir parfois un appauvrissement de certaines espèces qui composent ce microbiote. Et ça va rendre la niche écologique apte à être colonisée par d'autres types de micro-organismes qui, en particulier, vont être des agents infectieux, pathogènes. Et ce déséquilibre microbien, c'est ce qu'on appelle la dysbiose, et il va conduire à des modulations de notre phénotype, en particulier, du coup, à l'expression de certaines pathologies.
À l'heure actuelle, on sait que ces déséquilibres microbiens vont induire différents types de pathologies, qu'il s'agisse de maladies chroniques, de maladies inflammatoires, typiquement la maladie de Crohn, de différents types de diabète ou de désordres neurodégénératifs tels que la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Certains types de cancers également, et puis certaines formes d'autisme peuvent être associées à des dysfonctionnements microbiens. Pour pallier à cela, il va y avoir différents types de modulation et donc de pilotage de microbiote que l'on peut envisager. D'abord, améliorer notre nutrition, par exemple, ou avoir recours à des prébiotiques, avoir recours à des probiotiques, avoir recours éventuellement à des transplantations de microbiote fécal pour réensemencer un microbiote fonctionnel, ou d'autres types d'ingénierie utilisant des phages, par exemple, ou des bactéries. Donc, au fur et à mesure de nos connaissances, on s'est aperçu que finalement, un macro-organisme tel que l'homme, mais éventuellement les plantes ou les animaux, ne fonctionne pas seul, mais en association avec ces micro-organismes, et que ça forme un tout que l'on pourrait considérer comme un méta-organisme, une unité fonctionnelle. Et donc, on est arrivé à ce concept d'holobionte, du grec holos qui veut dire tout, et bios, la vie, donc qui ressemble toute la vie qui est constituée de ces macro-organismes et micro-organismes associés. Donc, dans cet holobionte, en fait, on y associe les gènes de l'hôte, donc du macro-organisme, qu'il s'agisse de l'homme ou des végétaux, et puis l'ensemble des gènes qui vont être associés aux communautés microbiennes qui interagissent avec cet hôte. Et dans ces communautés microbiennes, certaines sont en capacité, comme on l'a vu précédemment, d'affecter le phénotype en bien ou au contraire de manière délétère, d'avoir coévolué ou non avec cet hôte, et puis d'autres, on l'a vu tout à l'heure également, en grise ici, ont des effets neutres, mais ont le mérite de coloniser la niche et de la rendre moins accessible à des agents qui pourraient être délétères. Vous voyez également donc, que ne fait pas partie de l'holobionte tous les micro-organismes qui vont être présents dans l'environnement, mais qui n'interagissent pas directement avec la plante ou le macro-organisme, avec lequel, du coup, il module les fonctions. Donc, typiquement, les micro-organismes qui vont être présents dans le sol, mais pas dans la rhizosphère, ne font pas partie de l'holobionte. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils n'ont pas des rôles essentiels à jouer dans le système agro-écosystémique, mais ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas des constituants à proprement parler de cette holobionte. Alors, si on transpose ça à l'échelle du végétal, et en particulier chez la vigne, tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la biodiversité dans le système agro-écosystémique. Et quand on voit une parcelle de vigne, de manière intuitive, quand on parle de biodiversité, on voit plutôt la diversité à l'échelle du matériel végétal, à l'échelle éventuellement de tout ce qui va concerner l'enherbement ou les plantes de service, à l'échelle également du paysage. Mais on oublie souvent la composante microbienne, qu'elle soit dans le sol ou en interaction avec la plante, tout simplement parce que c'est une composante qui n'est pas macrovisuelle, mais qui nécessite des investigations beaucoup plus fines. Sur cette composante, on retrouve les trois catégories. La partie délétère avec la flore pathogène, donc celle-là, souvent, on la décrit bien. Pourquoi ? Parce qu'elle induit des pertes de rendement, donc ça reste une problématique dans le système agronomique. Et donc avec des maladies qui peuvent être aériennes, dans le bois ou racinaires. On a également une flore qui est plutôt neutre, qu'on qualifie souvent de flore saprophytique, qui souvent n'est pas problématique pour la plante en tant que telle, mais par contre qui peut induire des répercussions, en particulier par exemple œnologiques, dans les situations de process et de transformation, avec parfois une flore saprophytique, mais qui pourrait être d'altération. Et puis enfin, on a une flore bénéfique, en particulier, par exemple, si on parle des champignons mycorhiziens à arbuscules, où la symbiose mutualiste qui va être occasionnée rend des bénéfices, par exemple, sur la croissance du végétal, mais également à travers les levures qui peuvent avoir un intérêt aussi dans les processus fermentaires. Donc en soi, quand on regarde un cep de vigne, oui, c'est un holobionte, c'est-à-dire qu'on a le macro-organisme en tant que tel, la plante, et toute l'association avec une diversité notable de micro-organismes, des bactéries, des champignons et des virus également.
Donc on a un holobionte, on a juste la particularité qu'il est d'autant plus complexifié qu'on a affaire à une plante pérenne. Donc ça veut dire qu'on va avoir une dynamique également dans le temps, sur la longévité de la culture, et puis qu'on a une plante qui est greffée. Donc ça veut dire qu'on a un holobionte composite entre l'holobionte du greffon et ce qu'on apporte également avec l'holobionte du porte-greffe. Alors, comment se structure cet holobionte? On sait que le sol est le réservoir du coup de cette diversité en micro-organismes. On a dans 1 gramme de sol 1 milliard de bactéries, 1 million de champignons et de protozoaires. Donc, on a quelque chose qui est diversifié. Et ça va être la source d'un recrutement plus ou moins spécialisé par le végétal à travers en particulier son système racinaire. Donc si on compare avec la santé humaine, en santé humaine, on ensemence notre microbiote et on le module à travers notre alimentation. À l'échelle d'un végétal, c'est un peu la même chose. À travers son système racinaire, il va être capable de se nourrir dans le sol et de recruter à partir du sol un certain nombre de ces micro-organismes. On voit cependant qu'à l'échelle de l'endosphère racinaire, on va retrouver 0,01 à 1% des microbes contenus dans le sol qui vont être recrutés par la plante. Ces micro-organismes, ils vont avoir différentes fonctions dans le végétal. Ils vont pouvoir moduler la défense de la plante, soit par compétition avec les agents infectieux, soit par induction de résistance systémique en mobilisant par exemple le métabolisme secondaire du végétal. Ils vont également avoir un impact sur le développement, architecture par exemple racinaire, structuration de certains tissus, amélioration de la résistance ou de la résilience à des contraintes abiotiques, pour faire le pendant aux contraintes biotiques, promotion de la croissance, qu'elle soit aérienne ou racinaire. Et puis évidemment, une amélioration aussi de la nutrition hydrominérale de la plante par la meilleure mobilisation, solubilisation ou chélatation de certains nutriments dans le sol et également par une amélioration de l'acquisition d'eau et d'éléments minéraux dans ce sol. Donc tout ça pour dire que grâce à ces interactions et à ces fonctions rendues sur la plante, ils vont être en capacité de moduler la santé du végétal dans son contexte environnemental, d'améliorer éventuellement la durabilité et la pérennité de la souche, et puis à terme de pouvoir jouer et moduler la qualité de la production et évidemment, in fine, la qualité du produit fini. Donc il y a de nombreuses études et des exposés vont en parler également dans la journée sur ce continuum entre ce recrutement du microbiote du sol, la structuration de l'holobionte vigne, la mise en situation à travers des épiphytes ou des endophytes qui vont jouer également sur la disponibilité de certains micro-organismes à l'échelle des baies qui, associés aux micro-organismes présents à la cave et au chai, vont donc moduler également la qualité du vin produit. Donc nous, au sein de l'UMR Agroécologie de Dijon, on a coporté avec Pierre-Emmanuel Courty, directeur de recherche INRAE, un programme qui s'est intitulé le projet Holoviti, qui a été financé par le Plan national dépérissement du vignoble, pour lesquels on avait évidemment d'autres partenaires, d'autres instituts qui intervenaient, et où on a voulu voir si on était capable de transférer ces hypothèses de dysbiose maladie au système viticole, à savoir, est-ce que quand on est en situation de dépérissement, qu'elle soit fongique, par exemple, dans des situations de maladie du bois, virale, par exemple, dans l'expression du cournoué, ou physiologique, dans le cadre d'expression de dépérissement de porte-greffe, eh bien, il y avait un lien avec un déséquilibre du microbiote, alors que pour des cèpes d'apparence saine, le microbiote pouvait être beaucoup plus équilibré et donc fonctionnel. Pour ce faire, on a utilisé des prélèvements dans un continuum du sol aux parties aériennes, à l'exception des baies, puisque nous, on était focalisé sur la partie santé en fait, de la plante et on n'est pas allé jusqu'aux répercussions sur les processus œnologiques. L'idée était d'avoir des bioindicateurs finalement de performance, donc d'état sanitaire de la plante et donc de performance au fonctionnement de l'holobionte. Quand on parle holobionte, vous l'avez compris, on n'est plus que seulement focalisé microbiote, mais on est microbiote plus indicateurs végétaux. Et donc, on a fait des approches méthodologiques relativement étendues
allant de l'histologie à des analyses transcriptomiques ou métabolomiques pour avoir ces indicateurs végétaux, et allant également de métabarcoding, dont d'autres intervenants vont vous parler par la suite, donc de métabarcoding pour avoir des notions d'abondance et diversité, jusqu'à des parties fonctionnelles en reposant plus à même sur le métagénome et des analyses donc, de métagénomique ou de RNA-seq. Dans ce cadre-là, ce que l'on a pu montrer, c'est que d'abord, ces indicateurs, ils restent compartiment dépendants. Alors, ce n'est pas si étonnant que ça. Hein. En santé humaine, on le voit bien, ce qui fonctionne au niveau du microbiote intestinal n'est pas forcément la même chose que sur le microbiote cutané. Ici, on a un peu la même chose. Donc, on a finalement des indicateurs qui vont être compartiment dépendants, que ce soit dans les rameaux, le bois, le sol, les feuilles ou les radicelles. Ce ne sont pas toujours les mêmes. On est en capacité d'avoir des indicateurs du fonctionnement de l'holobionte. Pour autant, dans notre idée de départ, on aurait souhaité avoir des indicateurs qui soient génériques des problématiques de dépérissement. Et pour l'instant, en l'état actuel de nos connaissances, alors on a des métadonnées qui restent encore à traiter, hein, mais ces indicateurs sont plutôt dépérissement dépendants, c'est-à-dire que les indicateurs qui ressortent clairement dans les cas des maladies du bois ne sont pas forcément celles qui ressortent dans le cas des dépérissements liés au cournoué ou au dépérissement du 161-49C. Donc évidemment, le fonctionnement de l'holobionte, il va dépendre de différents facteurs, ses compartiments, les caractéristiques du sol, puisque ça joue également hein, sur le microbiote de départ qui peut être recruté par le végétal, sur la génétique de la plante, qu'elle soit liée au porte-greffe ou au greffon, sur la diversité intraparcellaire, sur les conditions pédoclimatiques et également sur les itinéraires de traitement qui vont être appliqués à la parcelle. Là où ça se complique encore plus, hein, c'est que finalement, avec l'arrivée des nouvelles technologies et les précisions qu'on peut voir et qui affinent notre regard, on s'aperçoit de plus en plus qu'un micro-organisme, comme un champignon par exemple, hein, qu'il soit uni ou pluricellulaire, va être à lui seul un holobionte. À savoir, ces ifs ou les spores vont être colonisés par des endobactéries et des mycovirus qui vont eux-mêmes moduler leur fonction. Donc ça veut dire que typiquement, quand on fait du métabarcoding et qu'on a affaire à une espèce, finalement, c'est plus compliqué que ça, parce que ce qui est important, ça peut être l'isolat, avec tout son contenu endosymbiotique qui module ses propres fonctions. Il a été montré, par exemple, dans le cas de champignons mycorhiziens, qu'en fonction du contenu endobactérien et mycoviral, pour une même espèce, en fonction de deux isolats, on pouvait avoir une modulation d'un facteur 7 du taux de transfert de phosphore au végétal. Donc, dans notre lecture, il est important d'aller jusqu'à la fonctionnalité, puisque c'est le seul facteur discriminant à partir du moment où, à l'heure actuelle, les techniques moléculaires ne nous permettent pas encore de pouvoir discriminer facilement les différentes souches ou isolats d'une même espèce. Alors, tout ça, pour quoi faire ? Finalement, étudier l'holobionte, le microbiote du végétal et son interaction dans les modulations des fonctions, c'est important pour espérer améliorer la santé de la plante dans un contexte de durabilité environnementale et économique également, à travers donc, la possibilité de réduire des intrants de synthèse, qu'ils soient phytosanitaires ou de type fertilisant, diminuer du coup les IFT par cette meilleure gestion des équilibres de la biodiversité et des services écosystémiques rendus. Typiquement, les microbiotes ou les micro-organismes qui constituent le microbiote sont déjà appliqués à l'heure actuelle, pour certains avec des autorisations de mise sur le marché, tels que des agents de biocontrôle. Pour autant, leur diversité reste encore réduite. Ils ne sont pas encore autorisés à être combinés, donc à être appliqués en association, et il nous manque des données qui pourraient améliorer cette offre. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des travaux qui sont en cours d'étude, en particulier en lien avec certains dépérissements. Donc la thèse de Paola Fournier, qui va passer juste après moi, en est un exemple typique d'essayer de déterminer du microbiote bioprotecteur par rapport, par exemple, à des dépérissements du type mildiou, et c'est quelque chose qui se poursuit dans le projet GetUp, qui est porté par Corinne Vacher et qui est financé par l'appel à projet par SADA.
Un autre moyen de voir les choses, c'est peut-être de ne pas forcément ensemencer un microbiote, mais plutôt de comprendre quel est le microbiote le plus fonctionnel dans le système pour limiter les dépérissements et essayer de le maintenir par des pratiques agroécologiques les plus vertueuses. Donc ça va être plutôt, du coup, une lutte par conservation. Un autre objectif, c'est aussi d'avoir une vue beaucoup plus intégrative, beaucoup plus holistique des choses, et de se rendre compte, donc je pense que vous le savez tous, on parle également à l'heure actuelle de stratégie One Health, c'est-à-dire que finalement, tout ce qui va être lié à la santé de l'environnement est aussi lié à la santé de l'homme et de l'animal, et qu'avoir cette vision intégrative des choses améliore également notre applicatif en la matière. Et puis le dernier point, c'est le fait que ça doit nous permettre de garantir dans un système agronomique la qualité pour nous de la vendange et du produit fini, puisqu'on le sait, ces micro-organismes vont moduler les métabolites qui vont être retrouvés à l'échelle du raisin, qui vont servir de source au métabolisme levurien, et puis derrière à la composition organoleptique du vin. Et là encore, les exposés de la journée vont pouvoir illustrer cette partie. Donc moi, j'en ai terminé avec cet exposé et je vous remercie chaleureusement de votre attention.